Ok. Euh, Dernière vidéo, sans doute. On a décrit les règles, on a décrit le setting. Je vais décrire un peu ma manière de masteriser, histoire que tout le monde soit un peu au courant, on va dire. Je vais essayer de faire ça très vite. Euh, Comment dire par quoi commencer? Déjà, la campagne, ça va être l'équivalent d'un open world sandbox. En gros, c'est un grand terrain de jeu. Moi, je le connais par cœur. Je connais tous les donjons. Je sais comment faire embrancher toutes les quêtes vis-à-vis les unes vis-à-vis des autres. Donc, côté scénaristique, en gros, je vais être avec vous, je vais être en mode, les gars, je vous suis, vous avez un grand terrain de jeu. Mais généralement, chaque quête que vous allez faire va plus ou moins, sur le long terme, vous faire avancer vers la quête principale. De toute façon, tout va se mettre en place euh, relativement organiquement, on va dire. Euh, En gros, ça va être, bah ok, vous arrivez à cet endroit, bah dites-moi ce que vous faites. Vous voulez aller parler aux villageois, vous pouvez. Vous voulez aller voir s'il n'y a pas un tableau de primes, vous pouvez y aller. Vous voulez entendre des rumeurs à la terme, vous pouvez y aller. Vous voulez acheter des trucs, vous pouvez y aller. Pas de soucis, faites ce que vous voulez. Bien sûr, il va se passer des événements qui vont un petit peu vous guider quand même, bien entendu. C'est un peu ce que j'appelle du sandbox sur rail, en gros. Parce qu'en gros, il y a deux types de campagnes. Il y a les sandbox, qui sont vraiment en mode... les joueurs s'amusent sur un grand terrain de jeu, qui convergent petit à petit vers une quête. Et sur rail, c'est en gros, c'est vraiment épisodique, tel un film. Donc en gros, c'est cette session on fait ça, et le MJ guide un peu et pousse un petit peu les joueurs comme s'ils étaient sur rail, et il fallait suivre bien le script en fait. Moi, c'est ce que j'appelle du sandbox sur rail, c'est en gros, au début c'est très libre, et peu à peu, les choses se mettent en place, et naturellement les intérêts euh, du groupe convergent vers la quête principale. Enfin, j'espère. Donc voilà, sandbox sur rail. Euh... Pardon, désolé, je bois un peu d'eau. Donc, sandbox sur rail. Là, vous voyez, il y a un damier, c'était juste pour représenter le truc. Généralement, il y aura pas de damier. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis un MJ qui veut fluidifier le plus possible le gameplay. Quand j'ai commencé, c'était il y a 10 ans, 12 ans, je sais plus. C'était avec DD4. Donc DD4 est quand on sait pas bien le masteriser, c'est très complexe. C'est presque un peu indigeste quand on sait pas le masteriser parce que c'est presque wargaming en fait, jeu de plateau. Et je me souviens, rien que mettre en place le damier, ça prenait 30 minutes. Jouer sur le damier et tout ça, c'était super long. On connaissait pas les règles, donc ça mettait encore plus de temps et c'était du genre 3 heures par combat. Désormais, moi les combats, je sais les condenser. DD4 a un combat, admettons un combat comme ça, qui il y a 10 ans nous aurait pris 2 heures, où on se casse la tête contre les règles. Un combat comme ça, bon, moi je pense que ça me prend 20-25 minutes à faire. Dans des 4 et 30-40 minutes dans des 5 à peu près. Parce que j'ai appris à fluidifier tout ça et à faire en sorte que ce soit fluidifié. Je fais tout pour fluidifier ça parce qu'en fait c'était vraiment un vrai traumatisme, ça m'a saoulé et en fait on est déconnecté au bout d'un moment. Justement, je mets pas de damier, je mets pas de tableau, c'est tout en fait en représentation dans l'esprit, en imagination, et moi je décris précisément, j'ai souvent mon damier, moi de mon côté, pour m'assurer de vous décrire toujours la même chose et de manière flamme. Donc, dans ce personnage, je pourrais dire il y a 3 kobolds derrière toi, il y en a un derrière un autre. Toi, t'as un kobold qui arrive vers toi, et toi, Borok, t'as un kobold contre toi, contre la statue, à côté de toi, il y a la fontaine, ce genre de truc. Je décris histoire de pas vous niquer votre imagination, parce que si ça se trouve, la map, là, comme ça, si vous la voyez, ça va vous niquer votre imagination. C'est un peu comme quand on lit un livre et qu'après on le voit en film, ça tend à figer l'imagination et casser un peu le délire. Par contre, je pense que les maps sont pas trop mal faites et assez suggestives, donc ça casse pas autant que des trucs dégueulasses genre ça. Genre des espèces de vieilles maps dégueulasses comme ça, quoi. Ça casse un peu moins l'imagination que ce genre de merde. Mais quand même. Mais quand même. Au pire, vous me direz, si vous voulez vraiment jouer avec le damier, moi j'ai pas de souci avec ça. Vous me direz. On pourra tester les deux si vous voulez d'ailleurs. Pas de souci. Généralement, quand je joue damier aussi, un truc que j'aime bien faire, là ce sera pas à l'échelle, mais ouais, généralement, moi j'aime bien
Ouais, si, c'est quasiment l'échelle. Un truc que j'aime bien, vous voyez, c'est... les cases sont juste des repères, en fait. Mais on se déplace pas case par case comme je sais, qu'on peut se déplacer en diagonale sans problème, comme avec une réglette Warhammer, en fait. Il faudrait que je convertisse en mètres. Mais c'est quasiment la bonne échelle, en fait. Ouais, c'est quasiment ça. Faudrait juste que ça, ce soit un poil plus grand. Je peux essayer à la rigueur. Hop, ça devrait être bon là. Encore un peu. Yes, c'est bon. Là, c'est relativement bon en fait en termes de taille. Bon, là, c'est en pas, mais voilà. C'est relativement bon. Ouais, c'est bon, 30 cases pour ça. On est pile à la bonne échelle là. Mais en gros, moi généralement, voilà, sans rien, vous représentez ça dans votre tête, donc chacun son petit spectacle. La description sera la même pour tout le monde et devrait être claire. Enfin, on n'a jamais eu de soucis dans les campagnes précédentes. Et voilà. Si jamais c'est complexe, je vous révélerai la map, y a pas de souci. Ce qui se peut des fois, ce soit un peu complexe. Voilà. Pas le truc qui m'a souvent cassé l'imagination, c'était quand le mec il me sortait un terrain dégueulasse et des figurines ou genre un pot de yaourt en guise de troll. J'avais juste envie de le frapper quoi. Il me dit, oh, mais mec, tu nous présentes cette merde, tu nous casses notre imagination. Alors qu'on pourrait être beaucoup mieux dans notre tête plutôt qu'avec des figurines de merde et être focalisé sur des figurines dégueulasses quoi. Donc voilà, j'ai un monstre en damier. Après la map, j'ai aucun souci à vous la révéler une fois que le donjon est cleané et que vous l'avez cartographié. N'hésitez pas à cartographier parce que je suis en vous dire, vous avancez sur 5 mètres au nord-est, puis 7 mètres 50 au sud-est, ça vous donne sur une grande salle de X mètres de long, de 15 mètres de long, pour à peu près 10 mètres de large. Voilà, qui donne comme ça. Donc faudra, vous, que vous cartographiez les choses, histoire de vous repérer. Et normalement, c'est des descriptions qui sont de manière très claire. Mais c'est assez marrant. Surtout qu'on a pas mal de dessinateurs dans le groupe, donc ça va être super cool. Je sens que vous allez me faire des maps encore plus belles que les miennes. Voilà, mais le but c'est de favoriser l'immersion, de s'affranchir de tout ce qui est technique, et d'avoir vraiment que la partie dynamique et fun. Généralement je joue même au sablier pour les joueurs, genre vous avez qu'une minute 30 par tour. Généralement on n'arrive jamais au bout du sablier, sauf si on a un coup critique auquel cas on éteint, y a pas de souci. Mais le simple fait qu'il y ait la présence de ce sablier et le risque que le tour soit skippé, ça force les joueurs à être vachement attentifs à ce qui se passe et prévoir en avance ce qu'ils vont faire, quitte à en discuter rapidement. Et ça permet de garder un rythme assez intense. J'aime bien essayer d'avoir un rythme très intense. En tant que MJ, j'essaie vraiment de garder le rythme et de ne pas avoir de période où tout retombe et tout ça. Mais si par exemple il y a des zones, des moments creux, genre vous êtes en ville, vous voulez vous poser, on prend tout le temps qu'il faut et vous faites ce que vous voulez. Mais généralement, dès que je vois qu'il y a une longueur, j'essaie de represser le pas. Le travail d'un MJ, c'est un peu comme un chef d'orchestre en fait. C'est pas de faire le jeu à votre place, c'est vous les musiciens, mais c'est simplement de s'assurer qu'on avance à un tempo confortable en fait. Voilà, donc c'est ma manière de masteriser. Je favorise énormément la narration et le roleplay. Pas forcément le fait d'interpréter son personnage avec une grosse voix et tout ça, mais simplement le fait d'avoir des bonnes idées et d'interagir avec son personnage, avec les personnages et l'environnement autour. Donc, moins vous êtes mécanique, moins vous êtes simplement « Oh, je fais un test d'intuition pour tenter de faire ça ». Non, ça, vous ne me le demandez pas comme ça. Admettons, vous voulez détecter un piège. Vous me dites pas « Je fais un test d'intuition pour ce genre de truc », parce que ça casse le fun de tout le monde. Ça rapporte des termes mécaniques dans un truc basé à l'origine sur l'idée de raconter une belle histoire en commun et d'être immergé dans cette histoire. Et balancer un truc comme ça, c'est un peu comme quand on regarde Goblin Slayer, on est un peu cassé dans le délire parce qu'ils ont conscience du metagame et ce genre de truc, c'est un peu un problème. Donc simplement, si vous voulez faire un test d'intuition de perception, vous pouvez très bien me dire j'aimerais regarder les alentours et voir si j'aperçois pas un piège. Je vais comprendre ce que vous voulez me demander. Et je vais dire, ok, pas de souci, on fait un jet de perception. Ou alors si vous me dites, je sais pas, ce personnage, il me plaît pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que mon personnage en pense réellement? Ou alors, est-ce que mon personnage pense qu'il est vraiment sincère, ce perso? Je roule un jet d'intuition à votre insu, et je vous donne une réponse.
C'est généralement les jets d'intuition, on en a fait très peu, mine de rien. Avec la réflexion, je me dis. Bref, voilà, c'est pour les combats. N'hésitez pas à être super créatif avec l'environnement, setuper des trucs, avoir des plans un peu fous, utiliser des objets autres que vos armes et vos compétences. N'hésitez pas. Vraiment, je prends toujours l'exemple jarre d'huile que vous pouvez enflammer, sac de billes, potions, faire des pièges, préparer des embuscades. Ce genre de truc, ça c'est en combat, mais ça peut être hors RP, ça peut être à un moment où vous devez escalader, vous pouvez très bien tirer une flèche avec un arc, la planter dans une souche, grimper avec le petit gnome tout léger en haut de la flèche, attacher la corde, jeter la corde au pote, plutôt que de dire oh on fait un jet d'escalade. Il y a mille et une façons, vous pouvez faire ce que vous voulez et profitez-en en fait. Soyez pas restreint par les mécaniques du jeu. Sauf que généralement à force de troller ces mécaniques, on s'enferme dedans et on n'est pas à fond dedans. Voilà, donc je favorise énormément la créativité. Honnêtement, je favorise énormément ça, et même mes rencontres, généralement. La plupart de mes rencontres sont faites pour ça, parce que vous allez être à un désavantage. Sur le jeu veut des rencontres 50-50% de chance de réussir ou d'échouer. Je suis pas d'accord du tout avec ça, je trouve ça ennuyeux, parce que ça permet de se baser uniquement sur des mécaniques, et c'est pas intéressant de faire des combats où les gens sont à égalité, en fait. Le principe tous les combats du Seigneur des Anneaux, ils sont à désavantage et les combats sont absolument épiques parce que justement ils doivent improviser. C'est des héros, mais ils sont quand même confrontés à des trucs qui les dépassent et ils doivent improviser. Et c'est vraiment intéressant. Si vous voulez un bon exemple de ça, c'est les films de Jackie Chan. Jackie Chan, si ce mec c'est le maître de l'humour dans sa catégorie de films, dans les films de comédie d'arts martiaux, c'est parce qu'à chaque fois qu'il combat, il a un désavantage. Je me souviens par exemple, il y a dans un de ses films, il est à poil, il sort d'un sauna ou d'une douche. Il y a des mecs qui lui tombent dessus, et commencent à se battre à poil dans un marché. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a cette espèce de cassage de quatrième mur où en fait, il y a toujours un truc pour masquer son entrejambe du coup. Donc à un moment, il trouve une poêle, il se masque avec, et à un moment, il met sa main à la place, il se sert de la poêle pour parer le cou d'un mec ou cogner la tête d'un gars. Ensuite, il prend un tissu, il s'enroule dedans. Ensuite, il prend une serviette, ce genre de truc. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose pour le planquer. Des fois, il se planque derrière un truc quand il perd ses objets. Et c'est super drôle et c'est super mémorable dans les films de Jackie Chan parce que du coup, il est constamment en désavantage et ça le force. Alors qu'il pourrait les maraver en 1v1 aux arts martiaux, mais du coup, là, il est obligé de faire preuve de créativité. C'est vachement intéressant. Ce sera pas des désavantages comme ça, généralement, ce sera plus, voilà, trop de nombres, les créatures sont trop fortes, ce genre de truc, mais il y aura toujours quelque chose pour faire. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Une fois, j'avais donné une vieille potion, trouvée, générale aléatoirement, trouvée de manière random, il y a genre 8 mois dans une cave. C'était une potion, on avait relé l'effet, ça rend aveugle en cas de contact avec les yeux. Avant-dernière session de la campagne, un de nos joueurs se retrouve prisonnier d'un cyclope, chaman, un espèce de chaman cyclope extrêmement puissant qui était vraiment beaucoup plus puissant que le groupe de joueurs et les joueurs le savaient. Les joueurs en avaient pris conscience et il s'est dit putain on a aucune chance, faut qu'on s'enfuit. C'était le but, les faire s'enfuir. Et ce joueur, notre magicienne, a eu l'idée de ressortir cette potion et la jeter dans l'œil du cyclope. Elle a fait un super jet, elle a rendu le cyclope aveugle, ils ont gagné le combat. Alors que c'était totalement impensable. Et ça, c'est génial. Et c'est vraiment ce genre de truc que j'encourage. Faites pas du Tom et Jerry non plus, mais je vous fais confiance, vous avez compris le principe. Voilà, n'hésitez pas à faire de l'interaction. Pas parler à n'importe quel PNJ. On va pas parler à 3 milliards de PNJ par session, faut pas déconner. Mais si à un moment vous voulez demander des news au tavernier, si vous voulez aller vous renseigner auprès des, je sais pas, de l'antiquaire, du magicien du coin sur tel ou tel truc. Si un jour, je sais pas, vous êtes à la recherche d'une potion, vous demandez au magicien s'il connaît pas un gars qui connaît ce genre de truc, je suis sûr qu'il y a moyen, quoi. En gros, pour résumer, il y a très peu de chances que je vous dise non. On avait un problème avec une joueuse qui posait vraiment problème, qui à un moment a pété un câble mais bon, c'était elle qui avait ses problèmes. Hein. Nous, la team, on a été unanime pour la kicker, parce qu'elle nous pourrissait nos sessions. À un moment, il y a une énorme levée de bouclier quand elle nous a dit, quand à un moment, elle m'a dit devant tout le monde et tu nous limites dans nos actions. Et là, les joueurs, ils lui ont sauté dessus, ils ont dit meuf, regarde les rediffs de toute la session. Sur 8 mois de session, Tim il nous a pas dit non une seule fois.
Il nous a mis des fois des restrictions parce que c'était fou ce qu'on lui demandait, mais il nous a jamais, il nous a jamais dit non. Donc voilà, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, pas de souci. Créativité, narration, storytelling, du moment que vous êtes, vous favorisez ça, il y a aucun souci. Le but c'est de raconter une bonne histoire. C'est de raconter une bonne histoire tous ensemble. Les trucs que je déteste en tant qu'MJ vis-à-vis des joueurs, hein, c'est le metagame, donc les gens qui disent, par exemple, je décris un mob et il dit ah c'est ça machin en classe d'armure et tout ça. Non, 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 pas admis ça. Les coups de ouais je fais un jet d'intuition pour voir le piège. Non, ça arrivera, hein, c'est pas grave. Ça arrivera inévitablement des moments, c'est pas grave. Ou alors est-ce que je peux faire un jet d'arcane pour ça? Bon. Ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive à absolument tout le monde, même dans notre campagne actuelle, ça nous arrive encore. C'est pas un souci. Mais simplement, autant que possible, essayer de faire des efforts et incruster ça de manière diégétique dans l'histoire en fait. Plutôt que de dire je vais faire un jet d'arcane pour détecter la magie, c'est j'aimerais voir s'il est possible de sentir des effluves magiques dans la pièce. Essayez d'être précis, de décrire. Plus vous êtes précis, que vous décrivez vos intentions, plus ce sera possible de vous fournir des réponses adéquates. Si genre je veux détecter s'il y a de la magie dans la salle. Ouais, t'en sens. Personne n'aurait dit. Est-ce que je voudrais détecter s'il y a des effluves magiques et quelles en sont leurs essences? Il jette le dé, il fait un bon jet parce qu'il faut beaucoup d'informations. Et là, ça me donne des possibilités de moduler. Ça peut être simplement, il fait un jet moyen mais suffisant. Je lui dis, tu sens des effluves magiques mais t'arrives pas à comprendre leurs propos. Il fait un meilleur jet de dé, je lui dis, tu sens des effluves magiques et c'est lié potentiellement à une magie nécromantique, peut-être lié à un rituel d'invocation, quelque chose comme ça. On peut être très très précis et ça me permet moi de moduler les résultats, ça donne plus d'amplitude plutôt qu'un résultat simplement binaire oui-non. Voilà. Troisième truc que je déteste absolument et qui est inadmissible à une table, et ça c'est parce que ça pénalise tous les joueurs, c'est les divas. Les gens qui ont l'impression d'être des divas à la table, qui demandent des avantages tout le temps, des exceptions aux règles tout le temps, ce genre de truc, c'est non. Et ça se casse de la table. J'ai l'exemple toujours de cette meuf là. La meuf, elle a commencé à jouer un personnage chaotique mauvais alors qu'elle savait que tout le groupe était axé entre neutre et loyal bon. Elle a joué un personnage chaotique mauvais. Dès la troisième partie, elle a voulu tenter de trahir le groupe. Elle s'est enfuie du groupe, elle a voulu mener son truc de son côté. Ça a tourné pendant trois scénars où moi je devais raconter l'histoire au groupe et en même temps gérer en MP via Discord ce qui se passait auprès de la meuf et auprès de son personnage. C'était insupportable et au final la meuf a tenté d'assassiner son propre groupe, s'est fait buter en un tour et demi par le reste du groupe et ensuite elle reroll. Elle reroll un personnage, c'était une prêtresse. Voilà, ça s'est bien passé, mais elle a commencé à pas mal commander le groupe et tout ça, et à prendre des décisions à leur place sans les consulter, ce genre de truc, donc c'était un peu la merde. Et à un moment, elle a encore voulu reroll, passer de prêtre à paladin. J'étais en mode, oh putain. C'est pas impossible, mais c'est jouable et ça demande du temps. Si à un moment vous avez envie de reroll, si à un moment vous voulez quelque chose de spécial, il n'y a pas de souci, on en discute. Il n'y a pas de souci. Je prends l'exemple de ma barde que j'avais eu. Au début, notre campagne, on l'a fait sur des D5, là on commence dessus. On est encore un peu nouveau avec les systèmes, et au début on avait prévu des persos des D4, et ma barde pouvait avoir un familier. Et dans D5, elle peut pas, vis-à-vis des règles, du moins pas tout de suite. J'ai dit au GM, et j'avais prévu d'avoir un animal de compagnie, mon familier, dans des D4, et là, des D5, je peux pas. Est-ce qu'on aurait moyen de trouver une solution ensemble pour ça? Parce que ça fait un moment qu'on a prévu les persos, moi je m'étais vraiment attaché à mon perso comme ça, je suis sûr qu'il y a des belles histoires à raconter là-dessus, et ton prix sera le mien. Il m'a dit ok, t'as ton familier, pas de souci, même rien que ton familier, par contre tu ne connais pas le sort. Tu ne connais pas le sort pour le réinvoquer, et ton familier, comme tous les familiers, n'a qu'un seul point de vie. J'étais ravi, parce que c'était exactement ce que je voulais. Il a compris exactement ce que je voulais. Parce que ce familier, du coup, mon perso il tient énormément. Et il y a toujours ma peur de joueur qu'il arrive quelque chose à ce familier qui a un point de vie, donc s'il se prend un seul coup, il meurt. Et il va se passer encore au moins 3 ou 4 niveaux avant que j'ai ne serait-ce qu'une chance de pouvoir le réinvoquer. Donc il y a une tension qui est énorme, et c'est super intéressant.
D'un côté, j'ai un familier, c'est un avantage, mais j'en paye un prix énorme parce qu'il y a une grosse pression. Et pour l'animal de compagnie que mon perso devait avoir, mon MJ m'a dit, bon, bah niveau c'est pété, mais au niveau, tu prends monture supérieure. Et comme les montures supérieures, normalement, elles volent et que l'animal que tu voulais pas a un profil un tout petit peu supérieur mais ne vole pas, je t'accorde celui-là. Ça me coûte quand même un sort de niveau 4, ce qui est très cher, et j'aurai pas de monture volante. Mais je peux avoir ce que je veux. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de spécial, généralement on en discute, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, il y a toujours un prix à payer pour compenser que ça soit pas game breaking. C'est ça le principe. Après, s'il vous plaît, le dernier truc que j'aime pas trop avec les divas, c'est du genre, ouais, alors je joue un demi-ange, demi-démon, qui est tiraillé par le mal, et qui est à moitié triton dans sa tête, et qui a aussi un ancêtre vampire. Non, 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 stop, stop, stop. Dark Sasuke, tu retournes jouer à je ne sais quoi. Je joue un personnage crédible quand même, pas un espèce de même, quoi. Voilà. Voilà. Donc tous les personnages, enfin tous les joueurs voilà, qui se permettent de se placer au-dessus des autres, qui leur laissent pas un temps de parole à peu près équitable. Il y a forcément des joueurs qui participeront plus que d'autres, c'est pas un souci, il y en a qui sont très bien un peu en retrait. Mais voilà, simplement laisser sa chance à tout le monde, pas voler le spotlight, faire en sorte que les décisions soient communes et pas prises juste une personne sans consulter les autres. Simplement se respecter entre joueurs, quoi. Voilà. Je vous ai sélectionné un peu sur le tas, basé sur ce que je sais de vous. Je vous fais largement confiance. Normalement, il ne devrait y avoir aucun problème, mais c'est tant jamais. Mais je vous fais confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur mon style de mastering ? Si vous avez besoin d'aide pour faire des macros, des feuilles de personnages et tout ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on prend tout le temps qu'il faut pour vous aider. Si vous avez des questions, tout ça, pareil, il n'y a pas de souci. J'aime bien essayer d'être assez présent pour vous. Par contre, ouais, j'attends aussi que quand on entame une session, voilà, votre feuille de personnage elle soit à jour. Si vous avez besoin d'aide, pareil, vous me contactez dans la semaine et vous voilà. Mais quand vous arrivez, vous avez toutes vos affaires de prêtes, vous êtes prêts, vous êtes ready, vous êtes dispo et tout ça. Moindre des choses. Tous les autres personnes à la table le font. Donc voilà, c'est le principe d'être en groupe. Après, vis-à-vis de mon mastering pur en jeu, donc comme je disais, je favorise vachement la créativité, on va dire. Je roll la plupart de mes jets en public. Là où beaucoup de MJ rollent derrière un écran de GM ou en privé. Les seuls trucs que je roll en privé, je vous ai dit, c'est les jets d'intuition, perception et toutes ces conneries. Histoire de pas casser l'immersion, mais généralement la plupart des jets de dés, je les rollerai en public. Ce sera souvent des dés blancs parce que j'ai la flemme de marquer les modificateurs avec les macros, vu que j'ai plus de macros et de jets différents à gérer que vous. Donc ce sera souvent juste le D20 et le modificateur, je le laisserai secret, histoire de justement éviter que vous fassiez du metagame à calculer. Ok, donc il a fait ça, moi j'ai ça en classe d'armure, ça veut dire qu'il a au moins ça pour toucher, et tout ça, ou qu'il a au moins ça en classe d'armure. Non. Non, non, non. Juste le dé blanc, et vous avez toujours le bénéfice du doute. Et il n'y a rien qui vous empêche de metagame. Si je fais un 11 et que vous avez 21 à la CA, vous savez que le monstre a au moins plus 10 pour toucher, ce genre de truc. Mais c'est pour au moins pas inciter. Mais je roule mes jeux en public surtout parce que, en fait, il m'est arrivé des fois, par exemple, quand il y a un personnage qui est sur le point de mourir, qui est sauvé, et que le joueur demande, avec le recul ou après la session, hey, est-ce que t'as sauvé mon personnage, là tu m'as sauvé les miches, ou c'est juste que c'était comme ça? Et c'est une question extrêmement dure à répondre, et c'est surtout un sentiment qu'aucun joueur devrait avoir. Enfin, faut pas que le joueur puisse se poser cette question, parce que admettons que le joueur se dit, le MJ a sauvé les miches de mon personnage, je me sens super stupide du coup. Parce qu'il a corrigé une erreur que j'aurais pas dû faire, quoi. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est le MJ nous a protégés, ça veut dire que mon personnage est intouchable. J'ai une armure en scénarium, mais donc je peux me permettre tout et n'importe quoi. Je vais prendre la confiance. Non. Je roule les gens en public parce que justement, du coup, je suis pas maître des résultats. Si le mob, il inflige une quantité astronomique de dégâts à votre personnage, c'est les dés. C'est pas moi. Et c'est techniquement vous, parce que si ça se trouve, vous avez pas setupé la bonne défense contre ces mobs. Je suis pas un MJ cruel, j'aime pas m'acharner.
J'aime pas quand un personnage meurt, je peux le dire sincèrement. Mais les dés sont les dés, et les dés sont là non pas pour arbitrer, si ils arbitrent un peu, mais ils sont surtout là pour créer de la tension, pour créer de l'incertain. Et même moi en tant qu'MJ, j'impacte pas là-dessus, histoire de dupliquer cette tension. Si on était autour d'une vraie table, et j'espère qu'on pourra se faire une IRL, ou plusieurs même, étant donné qu'on est pas mal sur Lyon, pas mal à être sur Lyon, ce genre de truc, ça pourrait être cool à l'occasion. Généralement, un MJ joue en étant au bout de la table. Moi, généralement, je joue au milieu de la table avec mes joueurs. Je suis avec vous, il n'y a pas d'écran entre vous et moi. Mais je vous prends par l'épaule et on est tous autour des dés et on vit le truc ensemble. Je vous accompagne, je suis pas là en antagoniste ou en extérieur, je suis avec vous. Comme un autre membre du groupe qui est là pour faire avancer l'histoire avec vous. D'où l'importance de rôle en public, parce qu'on est tous là. Allez, putain, est-ce que le troll il va faire un critique et buter machin? Et on a tous le stress, même moi. Jette le truc. Je peux vous garantir, s'il est sur le point de mourir, et qu'on rolle un jet de merde, enfin que je rolle un jet de merde et qu'on le voit tous, on va tous être... Ouf, putain. Putain, on a eu chaud. On a eu chaud. Par contre, si à un moment il y a un 20, c'est... Ah merde. Ah merde, bah ton personnage il prend super cher là. En règle générale, même un double 20, donc c'est critique et recritique, même ça tue pas forcément un joueur. Ça peut lui couper un bras ou un truc comme ça par contre. Généralement, il y a mort de personnage que quand il y a une erreur. Ça peut être une erreur stratégique du groupe ou une erreur individuelle. Je vais vous donner un exemple par exemple. Notre petite magicienne qui a rendu aveugle le cyclope, avant elle était barde. Et à un moment, nos personnages étaient dans un bateau, ils ont dû fuir le bateau, ils étaient dans les cales inférieures. Et notre petite barde, qui était loyale bonne et tout ça, très intentionnée et protective de son groupe, on avait la paladine, qui allait être cette joueuse qui allait se faire virer, et moi j'avais prévu que, en remontant au pont supérieur, la montée du pont supérieur soit accueillie par un canon braqué sur eux. Un canon de pirate, hein, braqué sur eux, et qu'il y ait détonation, que ce soit la paladine qui ait de bonnes chances de tanker avec son bouclier magique. Sauf que la barde, à un moment, elle a pété un câble, elle a dit sauf qu'il peut, elle s'est barrée toute seule devant, laissant le reste de son groupe qui avait besoin d'elle, et s'exposant de manière totalement imprudente au danger parce qu'elle sprintait entre les mobs et les pirates et tout ça. Elle monte le pont toute seule, sans défense, se retrouve nez à nez avec ce canon, se prend le coup de canon de plein fouet. Elle a eu beaucoup de chance sur les GD parce que j'aurais pas hésité à la buter s'il le fallait. Elle a quand même perdu 2 doigts. Elle pouvait plus jouer de la musique et donc pouvait plus caster ses sorts de barde et a dû se réorienter en tant que magicienne. Ça peut être présenté comme une fatalité comme ça, mais le joueur qui jouait ça a ultra bien pris la chose. Je dis après, mec, je suis désolé ce qui est arrivé, je voulais pas. Il m'a dit non, t'inquiète pas, c'est cool. Ça fait un point tournant pour mon personnage, c'est génial. Et en fait, il l'a ultra bien roleplay. Avec ce côté, au début, son personnage était super sérieux, puis pouvoir jouer de la musique, c'était un drame et tout ça. On a essayé de réparer sa main avec des bombes mécaniques, des choses comme ça marchait pas vraiment, enfin, c'était pas suffisant et tout ça. La rééducation était compliquée et il n'y avait pas la dextérité d'avant. Et à un moment, elle a décidé, bon, je vais faire de la magie. Je vais mettre de côté la musique et je vais apprendre la magie. Reroll mage. Avec le même perso, hein, juste en intervertant une stat de charisme pour de l'intelligence et tout ça. Et pour un peu de sagesse aussi. Et ça décrivait bien une évolution psychologique du personnage en fait. Le personnage a reroll en mage et a pu jouer sans problème. Il avait toujours un malus pour le jet de dextérité avec sa main gauche du coup, mais ou droite, je sais plus. Droite, pardon. Mais il l'a super bien pris. Voilà. Mais les morts de personnages, voilà, ou les punitions de personnages, c'est généralement quand il y a une erreur. Qui peut être humaine ou qui peut être de groupe. Voilà. Donc voilà. Et j'aime pas tuer les gens. Mais j'hésiterai pas à le faire. Ça veut pas dire que vous êtes en scénario. Moi. Au début, je suis gentil, le temps que tout le monde s'habitue un peu à tout, mais passer 2-3 niveaux après. Bref, faut se préparer pour la bataille, quoi. Faut être bien prêt, quoi. Voilà. C'était un peu le style de gaming et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Très rythmé. J'essaie d'intensifier, j'essaie de varier les combats et de faire toujours des trucs un peu nouveaux. J'aime bien ajouter des composantes un peu
un peu farfelu, du genre, pendant que vous avez un rituel, vous avez un nombre X2, vous avez un compte à rebours avant de avant que le rituel ne s'accomplisse, donc vous devez interrompre le rituel à temps, je sais pas, s'échapper d'un château qui s'écroule. J'aime bien ajouter des composantes un peu farfelues, j'aime bien mettre des combats qui semblent extrêmement difficiles, mais qui avec de la... mais qui... pas impossible. Extrêmement improbable, mais pas impossible, dans le sens où... ok, ça paraît compliqué, donc dans ce cas-là, on va bien se préparer et on va essayer de bien improviser à ce sujet. C'est un truc que j'adore. Et mes derniers jours ont vraiment aimé. Donc, soit c'était eux, soit c'est une technique qui marche, on verra bien de toute façon. Voilà, et à favoriser l'immersion à tout prix. Voilà, voilà. Voilà. Bon, bah maintenant, bah au boulot. Va falloir créer ces feuilles de personnages. Ce serait bien qu'on se fasse un Discord tous ensemble à l'occasion pour discuter de la suite. Se présenter déjà, parce que pas tout le monde se connaît. Faire les persos. Enfin, décider de quelle version on utilise. Et voilà, faire les persos. Le backstory et lancer la session 0. Session 0 qui servira à unir les personnages. Ce sera la session sur l'île d'Emeraude. Hein. Regardez tout ça.